À l'heure actuelle, où de plus en plus de zoos voient le jour et où l'impact de l'homme sur la faune sauvage est grandissant, le bien-être des animaux anime de nombreux débats d'éthique animale. Mais pouvons-nous décider du sort de certains individus dans une optique de conservation ? On peut se demander s'il est moral de décider du sort de certains individus. Ça dépend dans quelle tradition philosophique on se situe. Globalement, il y a deux grandes traditions philosophiques. Il y a celle qu'on appelle l'utilitariste, qui considère que ce qui est moral, c'est ce qui permet le plus grand bien au plus grand nombre. Et puis il y a une autre tradition qui donne un poids à la singularité absolue de tout individu. Ces problématiques sont par exemple soulevées dans les centres de soins, au sein desquels les soigneurs doivent décider du sort de certains individus. Si les animaux sont soignés et relâchés dans la nature alors qu'ils sont atteints de malformations et porteurs de tares génétiques, cela peut aller à l'encontre de la sélection naturelle et mettre en danger la population sauvage et donc la survie de l'espèce. Il faut savoir que les animaux qui sont pris en charge dans un centre de sauvegarde, on se pose à un niveau individuel, mais on garde toujours, quoi qu'il arrive, la problématique de l'espèce en tête. Il est la responsabilité éthique, on va dire, du centre de sauvegarde de ne pas relâcher un animal qui peut avoir un impact négatif, aussi infime et aussi ridiculement petit qu'il soit. La problématique de la sélection des animaux qui sont soignés, elle est vachement complexe. C'est sûr qu'on ne va pas avoir besoin des mêmes structures pour prendre en charge un merle que pour prendre en charge un sanglier ou un blaireau. Donc, tous les animaux ne sont pas soignés quoi qu'il arrive, tout simplement pour des raisons pratico-pratiques, on va dire. Tout ce qui est exotique envahissant, tout ce qui est invasif, tout ce qui est introduit, ce n'est pas la mission du centre de sauvegarde de s'en occuper et de les soigner. De toute façon, c'est encadré par la loi. C'est des espèces qu'on n'a pas le droit de remettre dans le milieu naturel, mais qui, techniquement, on n'a même pas le droit de prendre en charge. Par contraste avec les centres de soins où la pérennité de l'espèce peut être remise en question, notamment si certains individus non viables sont soignés et relâchés, certains pourraient penser que les zoos peuvent porter atteinte au bien-être des animaux individuellement. Dans un monde idéal, on n'a pas besoin des parcs animaliers, on n'a pas besoin de faire de la conservation, parce que tous les animaux ils vivent dans leur habitat, ils ont beaucoup d'espace, il n'y a pas de menaces pour eux. Maintenir des animaux en captivité dans les parcs animaliers, dans les zoos, c'est quelque chose qui est malheureusement nécessaire. Le but principal des zoos modernes, c'est la conservation de la nature. Et il y a plusieurs façons pour le faire. Une, c'est la pédagogie, sensibiliser les visiteurs à l'importance de la nature et de la conservation de la nature. Un autre sujet, c'est la recherche. Et l'autre sujet, c'est la conservation. Le bien-être des animaux est vraiment très, très important. On essaye d'avoir des très, très bons enclos, la bonne nourriture, des groupes le plus sociaux que possible. Comme les programmes de conservation des zoos sélectionnent certains individus pour conserver les populations, le monde de la recherche s'est également intéressé à leur impact sur l'évolution des espèces. Les effets positifs de ces programmes attendus, c'est d'augmenter la taille des populations qu'on renforce, augmenter leur diversité génétique et limiter donc, les effets négatifs qui peuvent être liés à la consanguinité ou à ce qu'on appelle l'effet Ali dans les populations de petite taille. Un exemple, c'est l'oryx d'Arabie, qui était quasiment éteint dans les années 80. Et grâce à des programmes en fait, de renforcement de population avec des individus qui étaient élevés en captivité, et ben maintenant, les populations se portent mieux, les tailles de population ont augmenté. Après, il peut aussi y avoir des effets négatifs de ces programmes de conservation et en fait de renforcement d'espèces sauvages, des changements de comportement, des changements morphologiques ou démographiques. Et on peut aussi avoir des effets génétiques qui sont négatifs. Le débat touche aussi le domaine du droit qui légifère toutes ces questions morales en ce qui concerne les animaux en captivité et à l'état sauvage. Il existe en effet des lois spécifiques pour les animaux sauvages et leur détention. Pour les parcs zoologiques, par exemple, vous avez la directive de l'Union européenne qu'on appelle la directive ZOO, qui a été transposée en droit français. Pour les centres de soins, vous avez également un arrêté qui est spécifique, qui va s'appliquer et qui va concerner notamment les mesures d'insertion ou de réinsertion de ces animaux dans le milieu naturel. Concernant les animaux sauvages, l'animal va être protégé en fonction de l'espèce à laquelle il appartient et donc en fonction du statut de conservation de l'espèce. On n'a donc pas une prise en compte de l'animal sauvage en tant qu'individu,
Et donc le droit français ne reconnaît pas la sensibilité finalement de l'animal sauvage. En revanche, quand on a un animal sauvage qui est détenu, ce qu'on appelle la faune sauvage captive, là leur régime est assimilé en fait à celui des animaux domestiques. Et là on va les protéger également en tant qu'individus. Alors parmi les hommes, qui est-ce qui aurait le droit de décider pour un autre individu, pour une autre espèce? Il faudrait élaborer des critères. Je pense que les deux principaux critères seraient la connaissance de l'autre. L'individu qui connaît le fonctionnement d'un animal pourrait être en droit de décider pour l'animal. Et puis, le deuxième critère, c'est la sensibilité. Il faudrait que celui qui décide ait suffisamment de sensibilité pour entrer dans une certaine empathie avec celui pour qui il va prendre une décision.